Imaginez un instant que vous puissiez éliminer définitivement cette voix dans votre tête qui vous pousse à reporter vos tâches importantes, cette même voix qui vous fait regarder des vidéos au lieu de travailler, cette habitude destructrice qui sabote vos projets les plus ambitieux. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement comment transformer votre cerveau procrastinateur en machine à productivité, grâce à des méthodes scientifiquement prouvées qui ont déjà changé la vie de milliers de personnes. Si vous êtes ici en ce moment même, c'est probablement parce que vous devriez être en train d'étudier ou de travailler et pourtant vous vous retrouvez à procrastiner en regardant une vidéo sur comment arrêter de procrastiner. Cette ironie parfaite illustre exactement le problème que nous allons résoudre ensemble aujourd'hui. Mon défi personnel, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous fermiez YouTube et retourniez immédiatement au travail avec une stratégie claire et des outils concrets. Nous allons structurer cette transformation en 3 étapes fondamentales. Premièrement, nous découvrirons si vous possédez une personnalité à haut risque de procrastination grâce à un test psychologique rapide mais révélateur. Deuxièmement, nous définirons précisément ce qu'est la procrastination et surtout pourquoi votre cerveau vous pousse constamment à remettre les choses à plus tard. Cette étape constitue le fondement essentiel pour comprendre les mécanismes neurologiques qui gouvernent vos comportements d'évitement. Troisièmement, nous explorerons des méthodes scientifiquement validées pour combattre efficacement cette tendance destructrice. Si vous regardez cette vidéo sans jamais mettre en pratique les conseils, cette vidéo devient totalement inutile. Vraiment, à la fin de cette présentation, appliquez immédiatement ces stratégies, c'est le seul moyen de véritablement transformer votre vie. Êtes-vous prêt pour cette vidéo? Passons immédiatement au test de personnalité. Ce test reste très simple, prenez simplement une feuille de papier. Il y aura 6 questions avec une échelle de 1 à 10 pour chacune, et vous devrez indiquer entre 1 et 10 à quel point chaque affirmation vous correspond. Première question concernant votre niveau de conscience personnelle. Êtes-vous une personne très consciencieuse? Autrement dit, êtes-vous responsable, scrupuleux, pointilleux, persévérant dans vos engagements? 1 signifie que cela ne vous correspond pas du tout, 10 signifie que cela vous correspond totalement. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour réfléchir attentivement et noter votre score pour la question numéro 1. Deuxième question portant sur l'instabilité émotionnelle. Êtes-vous quelqu'un de nerveux, anxieux, qui se fait souvent du souci pour diverses situations? Notez votre réponse sur une échelle de 1 à 10. Troisième question concernant l'impulsivité comportementale. Agissez-vous souvent avant de réfléchir? Avez-vous peu de maîtrise de soi, surtout quand une récompense immédiate se présente à vous? Prenez le temps de vous évaluer honnêtement. Quatrième question sur le sentiment d'auto-efficacité. L'auto-efficacité constitue la croyance qu'un individu possède en sa capacité de réaliser une tâche donnée. Cela reflète directement votre confiance en vous et votre sentiment de compétence personnelle. Avant-dernière question concernant l'estime de soi. Essayez de déterminer à quel point vous vous sentez proche de la personne que vous souhaiteriez devenir, cette version idéale de vous-même. 6e et dernière question sur le perfectionnisme prescrit socialement. Ce terme peut paraître étrange, mais simplement, pensez-vous que les autres attendent de vous que vous soyez parfait? Vous sentez-vous obligé d'essayer de répondre à ces attentes extérieures? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour bien réfléchir et dès que vous avez terminé, vous allez maintenant effectuer une simple addition. Additionnez le score que vous avez obtenu aux questions 2, 3 et 6, puis faites la même opération avec les questions 1, 4 et 5. Vous obtiendrez 2 notes sur 30. Le premier score déterminera si vous possédez une personnalité à risque élevé de procrastination. Si vous obtenez par exemple 25 sur 30, ce qui d'ailleurs correspond à mon cas personnel, c'est exactement pourquoi j'ai voulu créer cette vidéo, car je suis quelqu'un d'extrêmement procrastinateur. Si vous atteignez 25 sur 30, cela signifie que votre personnalité aura tendance à énormément procrastiner. A l'inverse, si le deuxième score est très élevé, vous avez de la chance, vous possédez une personnalité moins à risque concernant la procrastination. Bien entendu, il s'agit d'un test rapide et simplifié, il existe des milliers de personnalités différentes, c'est vraiment très vulgarisé, mais je pense que cela donne une excellente indication générale. Si vous obtenez un score très faible pour le premier résultat, cela ne signifie pas forcément que vous ne procrastinerez jamais, vous avez simplement moins de probabilité de procrastiner grâce à une personnalité qui résiste naturellement à cette tendance. Cependant, cela ne garantit absolument pas que vous ne procrastinerez jamais. Si vous obtenez un score très élevé, je pense que cette vidéo est particulièrement conçue pour vous aider. Avant de continuer, si ce contenu vous aide déjà à mieux vous comprendre et que vous souhaitez découvrir d'autres stratégies de développement personnel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Votre soutien m'encourage énormément à continuer de partager ces techniques qui transforment réellement les vies. Passons maintenant directement à la définition précise de la procrastination. Pourquoi insister sur cette définition ?
Parce que nous allons traiter la procrastination comme une véritable maladie comportementale, et pour soigner efficacement une maladie, il faut d'abord identifier et comprendre parfaitement les causes de cette pathologie. Si nous consultons le dictionnaire Larousse, la procrastination représente la tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain nos obligations importantes. Nous pourrions même ajouter que nous reportons volontairement et inutilement nos responsabilités. Si vous devez étudier et que votre meilleur ami vient de subir un accident de moto, il est parfaitement normal et justifié de vous rendre à l'hôpital. C'est une excellente raison de reporter temporairement votre travail. Ici, nous nous concentrons vraiment sur les moments où nous reportons volontairement nos tâches sans aucune raison rationnelle valable. Pourquoi procrastinons-nous de manière si systématique? Voici ce qui se produit neurologiquement. Quand vous vous trouvez devant un travail à accomplir, qu'il s'agisse de rédiger un document académique ou d'apprendre votre vocabulaire, peu importe la nature de la tâche, vous n'avez simplement pas envie de la réaliser. Vous vous retrouvez submergé par des émotions négatives intenses. Cela peut être du stress, par exemple, parce que vous savez que vous avez énormément de travail à accomplir, mais vous ne savez absolument pas par où commencer et vous vous sentez complètement submergé par cette pression. Cela peut également être de l'ennui profond si par exemple vous avez des tâches administratives fastidieuses à effectuer. Nous procrastinons souvent parce que ces activités nous paraissent extrêmement ennuyeuses. Vous pouvez aussi simplement vous sentir paresseux car vous imaginez que la tâche sera extrêmement difficile et éprouvante et vous vous dites que vous n'aurez ni l'énergie, ni la motivation, ni le courage nécessaire pour accomplir tout cela. Que se passe-t-il avec notre ADN d'humain qui cherche constamment à survivre et éviter la souffrance? Quand des émotions négatives surgissent, nous fuyons instinctivement, nous fuyons pour faire quelque chose de plus agréable sur le moment présent. Il constitue le problème majeur avec ce mécanisme. Les comportements qui procurent une récompense immédiate, à savoir se sentir bien instantanément, sont automatiquement répétés et renforcés. En réalité, nous renforçons constamment notre tendance à procrastiner. Nous pourrions penser que procrastiner nous fait du mal, mais que nous accomplissons quand même quelque chose de plus plaisant, mais ce n'est absolument pas ce qui se produit réellement. Nous ne nous sentons pas bien en procrastinant et bienvenue dans le monde absolument fabuleux des excuses et justifications. L'être humain possède une imagination extraordinaire quand il s'agit de créer des excuses pour éviter ses responsabilités. Je travaillerai mieux demain, et que se passe-t-il systématiquement quand le lendemain arrive? Nous ne nous sentons pas du tout mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi pensons-nous que demain, nous nous sentirons miraculeusement mieux? Nous continuons cette spirale destructrice jusqu'à la veille de l'examen ou de l'échéance. À la veille de l'examen, nous nous disons finalement que demain nous ne nous sentirons absolument pas mieux, car demain c'est l'examen. Et nous réalisons que nous aurions vraiment dû commencer le premier jour. Autre excuse fréquente et dangereuse, je travaille mieux sous pression. C'est complètement faux, c'est une illusion cognitive destructrice. Le problème majeur, c'est que la plupart des procrastinateurs obtiennent parfois des résultats acceptables malgré leur retard. S'ils réussissent à obtenir un bon résultat, ils se disent avec satisfaction qu'ils ont étudié seulement 2 jours et obtenu une excellente note. S'ils échouent lamentablement, ils se justifient en disant que ce n'est pas de leur faute car ils ont commencé très tard. Entre nous, si vous devez compter uniquement sur le stress et la pression pour vous discipliner, c'est quand même profondément triste et inefficace. Il existe encore de nombreuses autres excuses créatives, comme « je n'ai pas suffisamment d'informations pour commencer, il faut que j'attende d'avoir l'information parfaite avant de me lancer ». Ou alors, je n'ai absolument pas l'énergie nécessaire pour commencer à rédiger ce document, car il y a trop de travail à accomplir et je me sens complètement fatigué en ce moment. La liste de ces justifications reste très longue et créative. Avant que nous passions directement aux méthodes concrètes pour guérir cette procrastination chronique, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. J'aimerais que vous preniez quelques minutes pour réfléchir sérieusement au coût réel que représente la procrastination dans votre vie. Je comparais au début la procrastination à une véritable maladie. Peut-être pensez-vous que c'est complètement exagéré comme comparaison, mais je ne suis absolument pas certain de cette exagération. Demandez à quelqu'un qui a procrastiné ses séances de sport, qui a procrastiné ses bonnes habitudes alimentaires pendant 30 ou 40 années et qui se retrouve aujourd'hui sur un lit d'hôpital parce que ses artères sont complètement bouchées ou qu'il souffre de surpoids extrême. Je ne suis pas du tout convaincu que le terme « maladie » soit exagéré dans ce contexte. Cela concerne les effets dévastateurs sur votre corps physique. Et si vous procrastinez systématiquement tout ce que vous entreprenez dans la vie, vous allez devenir frustré en permanence. Vous allez rater vos examens dans les grandes écoles, vous allez rater vos entretiens d'embauche cruciaux, vous allez rater absolument tous vos projets ambitieux, vous allez simplement devenir quelqu'un d'aigri et de profondément frustré. C'est pourtant la nature profonde de l'être humain de s'accomplir, de créer des choses significatives, c'est exactement cela qui nous rend heureux et épanouis.
Procrastiner constitue donc quelque chose d'extrêmement sérieux avec des conséquences dramatiques. Il existe un exercice puissant que vous pouvez réaliser et que j'ai personnellement effectué car je suis quelqu'un de très procrastinateur. Demandez aux personnes autour de vous, à vos proches, ce que cela représente de vivre ou de connaître quelqu'un de très procrastinateur. Vous découvrirez que cela n'a pas seulement un impact négatif sur vous, cela a également un impact destructeur sur les autres. Les autres doivent constamment attendre le dernier moment pour recevoir une réponse de votre part, qu'ils ne peuvent rien organiser avec vous car vous n'êtes absolument pas organisé, que vous procrastinez même la décision d'organiser quelque chose ensemble, cela a aussi un impact néfaste sur vos proches et vos relations. Prenez vraiment cela en considération, la procrastination représente quelque chose de véritablement sérieux. Maintenant, nous allons partir sur une note beaucoup plus positive et constructive, car nous allons découvrir des méthodes scientifiquement efficaces pour lutter contre cette maladie comportementale qu'est la procrastination. La première stratégie que nous allons mettre en place, j'aimerais vraiment que vous preniez une feuille de papier et que vous fassiez cet exercice pratique avec moi en temps réel. J'aimerais que vous réfléchissiez à ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, aux tâches que vous avez particulièrement procrastinées. Cela peut être le fait de commencer l'écriture d'un document académique important, cela peut être le fait de finalement commencer à faire du sport régulièrement, cela peut concerner vos habitudes alimentaires que vous souhaitez améliorer. Cela peut porter sur tout ce que vous aimeriez entreprendre, mais que vous avez systématiquement procrastiné. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez précisément à ces moments où vous avez procrastiné et que vous notiez à côté les émotions exactes que vous avez ressenties. Vous étiez par exemple devant votre feuille blanche pour rédiger votre document et vous avez ressenti de l'ennui qui est apparu, vous aviez de la fatigue, vous avez éprouvé du dégoût, du stress intense, peu importe. Essayez vraiment de vous rappeler précisément ces moments critiques et notez les émotions correspondantes. Le but ici consiste vraiment à identifier des schémas récurrents, essayez d'identifier exactement à quel moment votre corps et votre esprit vous envoient des signaux pour vous inciter à procrastiner. Vous verrez que ce ne sont pas 10 000 émotions différentes et complexes. Personnellement, une émotion qui revient presque systématiquement quand je procrastine, c'est la fatigue artificielle. Mon corps a tellement envie de procrastiner que mes yeux se mettent à piquer. Je me sens soudainement tellement fatigué. Mes yeux se ferment automatiquement. J'ai réussi à identifier que cette émotion particulière est souvent directement liée à une envie de procrastiner. En plus de ces émotions, notez également les excuses spécifiques que vous vous trouvez pour reporter vos tâches. Personnellement, quand mes yeux se mettent à piquer, je me dis souvent que ce n'est pas très efficace de travailler en ce moment précis, car je me sens vraiment trop fatigué. Je pense qu'il vaut mieux que je travaille quand je me sentirai plus en forme. Je trouvais donc de nombreuses excuses liées à ma santé physique, le fait que je n'étais pas assez en forme à ce moment-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote révélatrice, quand j'arrêtais de travailler à cause de cette fatigue, ce n'était pas pour aller dormir pendant une demi-heure, c'était pour aller jouer à la console de jeux vidéo, c'était pour aller faire du sport, mais en aucun cas pour aller me reposer. Si je pouvais accomplir ces autres activités énergiques, pourquoi ne pouvais-je pas travailler? C'est exactement comme cela que j'ai réussi à déterminer que c'était de la procrastination pure et non de la fatigue réelle. Prenez vraiment le temps nécessaire et essayez de découvrir quels sont ces moments critiques, ces excuses récurrentes que vous vous trouvez. Une fois que nous avons identifié ces schémas, nous allons passer au premier remède pour guérir cette maladie comportementale. Cela va constituer une sorte de prévention efficace. En tout cas, nous allons essayer de limiter les dégâts considérablement. Nous passerons ensuite à la chirurgie comportementale plus avancée. La première étape va simplement consister à capturer ce moment précis où vous allez procrastiner et à ne pas fuir cette sensation désagréable. Je commence à travailler, en tout cas j'essaie sincèrement de commencer à travailler, mes yeux se mettent à piquer, je commence à ressentir cette fatigue artificielle, je me dis que cela ira probablement mieux demain. À ce moment crucial, vous devez vous arrêter immédiatement. Vous vous dites « Ah oui, j'ai noté sur mon papier que quand mes yeux piquent et que je pense que je me sentirai mieux demain, je sais que c'est une excuse que je me trouve pour procrastiner. » À ce moment-là, vous vous arrêtez complètement et vous ne vous levez pas de votre chaise, vous essayez de vous convaincre que demain, vous ne vous sentirez absolument pas mieux qu'aujourd'hui. Si vous arrivez à accomplir cela, c'est déjà à moitié gagné. Et c'est extrêmement important. Il faut aussi vous dire que votre motivation et votre état émotionnel n'ont pas toujours besoin d'être au rendez-vous parfait. Ils n'ont pas besoin de guider constamment vos actions et vos décisions. Un athlète de haut niveau s'entraîne même s'il pleut dehors, même s'il n'en a pas envie. Il ne faut jamais oublier que ceux qui réussissent véritablement sur le long terme, ce sont ceux qui agissent même quand ils ne sont pas motivés, même quand ils n'ont pas envie, même quand ça ne va pas parfaitement bien. Si vous travaillez uniquement quand vous vous sentez bien et motivé, vous allez travailler même pas la moitié de l'année,
vous ne serez absolument pas compétitif dans votre domaine. Dès le moment où vous avez réussi à identifier ce schéma et à ne pas fuir ces sensations désagréables, qu'est-ce qu'il reste à accomplir? Il faut simplement commencer votre tâche. Cela peut paraître un peu bateau comme conseil, vous allez peut-être vous dire que vous n'aviez pas besoin de regarder une vidéo pour qu'on vous dise « pour ne pas procrastiner, commence à travailler ». Mais c'est une étape vraiment fondamentale parce qu'une fois que nous commençons réellement, nous nous rendons compte que ce n'est pas si terrible que notre imagination le prétendait. Il existe plusieurs études scientifiques qui le démontrent clairement. Des études ont analysé plusieurs groupes d'étudiants et ont montré que le niveau de stress de ces étudiants diminue considérablement dès le moment où ils commencent réellement à travailler. Comme par hasard, parmi la plupart de ces élèves, il y avait un sentiment de regret profond de ne pas avoir commencé plus tôt, car ils se rendaient compte que s'ils avaient commencé plus tôt, ils auraient pu accomplir un travail bien meilleur. Ils se rendent compte également que la matière n'était pas si terrible que prévu et qu'elle était même souvent intéressante et stimulante. Si vous avez commencé votre tâche aujourd'hui, demain ce sera encore plus facile de recommencer, car les émotions négatives associées à cette tâche seront beaucoup moins intenses. Vous allez alors entrer dans un cercle vertueux extrêmement puissant, car plus vous allez travailler, plus vous allez être fier de vous-même, et ce sentiment de fierté, ce sentiment positif va vous encourager à travailler encore davantage. Vous rentrez donc dans un cercle vertueux de productivité. Si par exemple vous avez un document à rédiger, vous êtes devant votre feuille blanche, vous ne savez pas quoi faire, vous ressentez de nombreux sentiments négatifs, vous vous dites que vous vous sentirez mieux demain, vous vous arrêtez immédiatement, vous vous dites que vous êtes en train de trouver une excuse et vous commencez immédiatement. Commencez n'importe où, si vraiment vous n'avez aucune idée précise, écrivez votre nom, écrivez votre prénom, écrivez le titre du document. Il ne s'agit pas d'écrire parfaitement de A à Z, notez simplement les idées que vous avez, pensez de manière générale. Vous verrez que souvent, même si vous ne faites cela que pendant 5 minutes, vous vous retrouverez à travailler plusieurs heures d'affilée. Par contre, faites très attention car vos envies de procrastiner vont revenir encore et encore de manière cyclique. Vous allez peut-être écrire votre nom, écrire votre prénom, noter 2 ou 3 idées importantes. Tout à coup, vous vous sentirez fier de vous, vous vous direz que vous avez déjà bien avancé, que c'est mieux que rien et que vous ferez le reste demain. Vous êtes de nouveau en train de procrastiner insidieusement. C'est exactement comme la méditation, vous avez de nombreuses pensées parasites qui arrivent constamment et vous essayez de vous reconcentrer sur votre respiration. Ici, c'est exactement la même dynamique. Toute la journée, vous aurez cette petite voix dans votre tête qui va vous proposer des excuses créatives. Il faudra savoir identifier précisément ces moments critiques et recommencer le processus de résistance. Voilà pour la première méthode fondamentale. Mais si vous êtes un très gros procrastinateur comme moi, très honnêtement, ça ne suffira pas toujours. Maintenant, nous allons prendre de nouveaux outils beaucoup plus puissants et nous allons faire de la véritable chirurgie comportementale. Nous allons découvrir un concept qui est extrêmement puissant, c'est le concept d'implémentation d'intention. Nous allons véritablement effectuer des modifications dans notre cerveau afin de lutter plus efficacement contre cette procrastination chronique. Quand je dis que c'est une méthode très puissante, regardez attentivement cette étude scientifique révélatrice. Dans cette étude, ils ont pris 3 groupes de personnes distinctes. Au premier groupe, ils ont simplement demandé de noter les moments où ils faisaient du sport. Au deuxième groupe, ils ont demandé exactement la même chose, sauf qu'ils les ont motivés en expliquant en détail les bienfaits extraordinaires du sport sur la santé. Au troisième groupe, ils ont fait exactement la même chose que pour le deuxième groupe, ils les ont motivés, mais ils leur ont demandé de prendre une feuille et de planifier précisément leur semaine de sport. Ils devaient écrire par exemple lundi à 16h, je devais faire du jogging à tel endroit précis pendant 45 minutes. Les résultats sont absolument époustouflants, la quantité de sport effectuée dans le troisième groupe surpasse largement les résultats du premier et du deuxième groupe. Qu'est-ce que l'implémentation d'intention concrètement ? Si vous avez fait le petit test de personnalité au début et que comme moi vous avez une personnalité très à risque, il ne faut absolument pas laisser votre personnalité faire des choix importants dans les moments critiques. Si par exemple vous êtes quelqu'un de très impulsif qui recherche constamment la récompense immédiate, si vous laissez votre téléphone devant vous pendant que vous travaillez, évidemment vous allez automatiquement prendre le téléphone pour vérifier vos notifications, Facebook, Instagram et toutes vos applications addictives. Si vous êtes quelqu'un de mal organisé, tel que vous n'avez pas d'agenda structuré, il ne faut pas s'attendre à des miracles de productivité. Si vous êtes perfectionniste et que vous ne trouvez pas des moyens concrets pour agir immédiatement, dans 20 années, vous n'aurez toujours pas commencé vos projets. Avec ce concept d'implémentation d'intention, nous voulons effectuer des prédécisions stratégiques. Nous ne voulons pas laisser notre personnalité décider au moment où elle devra faire des choix cruciaux. À nouveau, j'aimerais que vous preniez une feuille de papier.
C'est un exercice que vous pouvez réaliser le soir pour planifier efficacement le lendemain. J'aimerais qu'avec cette feuille, vous preniez un moment où vous avez tendance à procrastiner systématiquement et vous allez organiser en détail précis ce moment critique. Prenons directement un exemple concret, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Si toute la journée vous travaillez, si vous avez des cours toute la journée, vous arrivez le soir à la maison, vous aimeriez vraiment faire du sport, mais honnêtement, vous êtes complètement épuisé, vous êtes fatigué, vous n'avez plus aucune énergie, plus aucune volonté restante. C'est parfaitement normal, vous venez de travailler par exemple 8 heures de temps, en plus vous avez eu des déplacements stressants dans les transports publics. Arriver enfin chez vous et devoir encore fournir un effort supplémentaire pour aller courir pendant 1 heure, c'est effectivement très difficile mentalement. Si vous ne préparez rien à l'avance, vous arrivez chez vous, vous vous installez sur le canapé et évidemment vous n'aurez absolument pas le courage ni la volonté de mettre vos chaussures de sport. Ce que vous pouvez faire, c'est que la veille, vous vous préparez mentalement. Vous vous dites « Demain, à ce moment précis quand je rentre du travail, je vais directement prendre une douche afin de me donner un bon coup de fraîcheur revigorant. Ensuite, je mets mes chaussures de sport sans réfléchir une seconde et je vais immédiatement sur le tapis de course ou faire mon jogging. » Notez cela précisément sur un papier. Vous pouvez même faire des images, des dessins, peu importe la forme. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous fermez les yeux et vous imaginez ce moment précis en détail. Maintenant, c'est à vous de jouer, vous allez y arriver, j'ai confiance en vous. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans 2 jours.